révolution numérique qui se profile aujourd'hui ne conduira pas forcément à une explosion des inégalités, mais comme tout bouleversement de dimension planétaire, elle rebattra considérablement les cartes et s'accompagnera de plus de volatilité, de plus d'incertitude. Elle introduira des risques qui s'ajouteront à la myriade de grands défis de notre époque, qu'ils soient d'ordre climatique, géopolitique, économique, social, cybernétique ou encore sanitaire. Le caractère unique de cette nouvelle révolution industrielle est qu'elle nous fait passer d'un modèle largement basé sur le capital humain à un modèle que l'on pourrait qualifier de capital innovation. C'est à la fois une opportunité et un défi. Pourquoi ? Une opportunité car le nouveau modèle pourrait conduire à une croissance exponentielle parce que non soumise aux limites naturelles d'une population vieillissante. Et même dans l'hypothèse dite de singularité, on passerait à une croissance infinie. Il faut quand même introduire un bémol. La prolifération technologique pourrait sans doute être confrontée à la disponibilité limitée de certains facteurs de production, tels que l'énergie, les terres rares, confrontés aussi aux politiques de décarbonisation. Le défi est que la révolution numérique, à laquelle il faudrait d'ailleurs ajouter les avancées génétiques et d'autres technologies, pourrait faire de nombreux perdants, au moins en termes relatifs. Depuis le milieu des années 1990, en effet, le marché du travail se polarise. La part des emplois les plus qualifiés et celle des moins qualifiés augmente au détriment des catégories intermédiaires, ouvriers qualifiés et certains types de cadres. En France, la part de ces métiers intermédiaires a chuté de 30% en 30 ans. Les emplois non qualifiés seront aussi menacés. Comme dans toute révolution technologique, l'augmentation du chômage peut venir d'un manque de réactivité des salaires à la nouvelle réalité économique. Si le salaire marché des salariés peu qualifiés tombe au-dessous du simple niveau de subsistance, mais que l'employeur ne peut pas baisser les salaires, soit sous l'effet des politiques de salaire minimum, soit pour des considérations de paix sociale ou de productivité, alors ces salariés risquent de perdre leur emploi. Comme nous l'avons vu ailleurs, le diplôme est de plus en plus discriminant, à la fois dans l'employabilité, l'évolution des carrières et le niveau de salaire. Et malheureusement, cette évolution risque de s'accélérer. Tout cela augmente l'importance de la formation initiale, aussi de la formation continue dans la réduction des inégalités. En revanche, le rôle des politiques sociales dites ex post risque de diminuer car leur impact peut être conflictuel. En effet, en cherchant à protéger les salariés de l'instabilité du marché du travail, elles peuvent augmenter le coût du travail et donc accélérer l'arbitrage qui peut être fait entre capital humain et capital technologique. L'arme la plus importante des pouvoirs publics résidera sans doute dans la force de ces institutions, notamment dans la régulation. Par exemple, en requalifiant le contrat des chauffeurs Uber en contrat salarié et non plus indépendant, on l'a vu. Notamment aussi dans de nouvelles règles de concurrence pour limiter les positions de marché trop dominantes. Les institutions de recherche fondamentale continueront probablement à jouer un rôle essentiel dans l'innovation, comme c'est le cas aujourd'hui pour l'ARN messager dans l'élaboration de vaccins contre le Covid. C'est parce que cette recherche sans débouché immédiat est un bien commun, difficilement finançable par des acteurs privés. C'est une motivation parmi d'autres en faveur d'un revenu universel qui peut se concevoir comme un dividende social de cet investissement dans la recherche fondamentale. Les nouvelles technologies pourront apporter des améliorations de qualité de vie pour tous, par exemple désenclaver les déserts ruraux par l'utilisation de véhicules autonomes. Elles seront aussi susceptibles de créer des emplois complètement nouveaux pour assurer l'accompagnement humain. Dans l'éducation, l'intelligence artificielle pourrait permettre de mieux identifier les difficultés des élèves le plus en amont possible et d'adapter l'enseignement au niveau le plus individuel, avec la possibilité de créer de nouveaux profils d'enseignants. Ces évolutions sont malheureusement peu visibles aujourd'hui parce que l'automation est surtout envisagée pour remplacer la main-d'œuvre humaine, mais elles peuvent être encouragées par les pouvoirs publics. Dans le même temps, rien ne nous interdit de reprendre à notre compte le vieux rêve de Keynes, c'est-à-dire la possibilité de ne plus travailler que 15 heures par semaine. On est peut-être plus si loin. Le nombre d'heures travaillées en France, par exemple, a chuté de 40% entre 1950 et 2020. Pourrait-on imaginer la fin du salariat d'ici la fin du siècle, du moins dans ses formes les plus avilissantes, et arriver à un meilleur équilibre entre activité professionnelle et citoyenne?
C'était déjà le vœu pieux de Montesquieu, de Diderot ou encore de Jefferson à l'aube de la révolution industrielle et plus près de nous de Jaurès et de De Gaulle.